Les nouvelles technologies nous rendent tels aveugles. Je dirais qu'il n'y a pas de progrès sans évolution, voire révolution technologique. Celle que nous vivons est bien sûr intense. Elle se loge dans ça. Elle se loge aussi sur nos tablettes, nos ordinateurs. Elle se loge sur la toile. Elle se loge dans nos voitures, demain d'ailleurs, aujourd'hui. Elle se logera demain dans les cerveaux de l'intelligence artificielle, dans nos robots. Elle se manifeste donc au quotidien et dans une fulgurante accélération. Vous ne m'entendez pas, c'est ça? Si. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous installer et voilà. Merci. Mais comme toute révolution technologique, elle pose question. Hier, j'animais un débat, j'étais frappé d'entendre Laura Tyson de l'université de Berkeley nous dire que, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la mondialisation qui creusait les inégalités, mais les sauts technologiques. C'est quand même assez intéressant. Donc la fin du travail, comme cela a été posé dans la campagne présidentielle, pose aussi question. En tout cas, la robotisation et l'avènement de l'intelligence artificielle, le partage des revenus, la protection des données privées, voilà tous les thèmes qu'on va aborder pendant cette réunion. Je vous présente les intervenants à cette table ronde. Caroline Atkinson, qui fut conseillère aux affaires économiques de Barack Obama et qui a rejoint le groupe Google il y a maintenant un peu plus d'un an. Stéphane Richard, président du groupe Orange, et Philippe Val, président du groupe La Poste. Mais d'abord, bien sûr, pour poser les termes du débat, je vais demander à Olivier Pastré, qui a préparé cette session, de bien vouloir l'introduire. Oui, bonjour. Je voudrais remercier d'abord Clara Pisani, puisque l'année dernière, elle m'avait demandé de dompter Rudy Ricciotti et Francis Huster. C'était vraiment pas commode, donc cette année, c'est relativement facile. La table ronde, c'est 3 patrons qui sont tous à peu près rationnels. Et simplement, en préparant cette table ronde avec François-Xavier, on était un peu inquiet qu'il y ait trop d'optimisme. La technologie, c'est vachement bien, ça va sauver le monde, ça va réduire les inégalités. Donc je vais mettre un petit peu de doute, et je vais mettre du doute en m'éclairant et en vous éclairant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance d'être prospères et qui ont eu une scolarité un peu courte. Je vais essayer d'éclairer le débat en faisant référence à la première révolution industrielle. La première révolution industrielle, on peut la caractériser à partir de 3 mots qui commencent tous par la lettre D, qui sont les doutes, les délais et les dysfonctionnements. Les doutes d'abord, en période de mutation technologique, les certitudes sont à proscrire. Mais il faut donc du doute. Mais le doute, ce n'est pas forcément le fatalisme. C'est le combat entre Montaigne et Descartes. Pour ceux qui ont une scolarité courte, c'est des philosophes. Pour Montaigne, le doute est le creuset du scepticisme. Le sceptique examine, mais ce faisant, il s'enferme dans l'incertitude. Au contraire, pour Descartes, le doute est le ferment de la vérité. Quand je doute, je pense, et si je pense, je suis. Cogito ergo sum, c'est fondamental. Au XVIIIe siècle, le doute se déclinait selon 2 modes antagonistes. Le premier mode, c'était l'ignorance. Je cite Jean-Pierre Rioux, qui est le meilleur historien, à mon avis, de la première révolution industrielle. La révolution industrielle intervient dans les pays où le pourcentage d'adultes illettrés a le plus diminué. Et donc, il y a un problème de diffusion la plus large possible du savoir. Mais le doute, c'était aussi au XVIIIe, au début du XIXe, le doute de la science économique. On a l'impression qu'il y a un continuum entre Colbert, le méchant étatiste, et puis, évidemment, Adam Smith, le gentil libéral. En fait, quand on regarde la période, et je disais que j'allais structurer mon intervention autour de 3 mots, mais c'est aussi autour de 3 dates et de 3 noms de personnes. Il se trouve que c'est des hommes. Et là, c'est 1752, David Hume, qui interroge les avantages de l'économie de marché.
Je pense que c'est valable encore aujourd'hui en période de mutation technologique. Voilà pour le premier D. Deuxième D, les délais. Et là, c'est peut-être le D le plus important. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'industrie textile, c'est dommage, mais je ferai un cours après, hein, dans la cour, là-bas. Le problème du textile, c'est le lien entre la filature et le tissage. La première innovation, 1733, encore une date, encore un homme, John Kay, c'est la navette volante, c'est vraiment le démarrage du tissage, mais il faudra attendre presque 40 ans, 1765, pour que la révolution dans le tissage soit aussi une révolution dans la filature et que les deux industries puissent se fertiliser. Donc il y a des problèmes de délai. On pourrait voir ça dans tous les secteurs, notamment dans le secteur de la fonte, où entre la découverte et l'application industrielle, s'est écoulé 30 ans. Alors évidemment, le temps s'est compressé. Aujourd'hui, le temps passe plus vite. Mais surtout, ayons toujours en tête ces problèmes de délai qui sont essentiels. Avec une dernière remarque, c'est souvent les pays qui sont en retard, qui, grâce aux mutations technologiques, peuvent faire un bond. C'était le cas au 19e pour le Canada et l'Australie. C'est le cas encore, je crois, aujourd'hui. En tout cas, ça mérite de se poser des questions. Enfin, dernier D, les dysfonctionnements de trois natures. Un, des résistances. Le Capitaine Lune n'a pas existé, contrairement à ce que pense Jean-Hervé Lorenzi, mais par contre, le ludisme a existé. Il y a eu des résistances sociales. Deuxième type de résistance, les résistances politiques. Si on prend un autre pays que la France, Joseph Bonaparte n'est pas arrivé à moderniser l'Espagne, on peut le regretter. Voilà pour le premier type de dysfonctionnement. Le deuxième type, c'est celui des crises. Je ne rentre pas dedans, sinon on passe 3 heures. Et on a déjà traité ça dans des rencontres précédentes. Troisième type de dysfonctionnement, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle des inégalités. Et là, un homme, une date, c'est la loi Le Chapelier, en 1791, qui crée le salarié sans pouvoir, l'individualisme sublimé par Kant et par nature inégalitaire, et devient la règle. Ça mérite de réfléchir quand on parle d'ubérisation ou de mutualisme aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé. Juste 3 questions pour finir. Qui est-ce qui pensait qu'il y aurait le Brexit? Levez la main, d'accord. Qui est-ce qui pensait que... Non, il y en a un. Il sera puni. Qui est-ce qui pensait que Donald Trump serait élu? Il y en a 2. Qui est-ce qui pensait que Emmanuel Macron serait élu à part Clara Pisani et Cédric Villani? Il y en a 4. Voilà. Ces 3 références récentes prouvent qu'en période de mutation technologique, il faut avoir une qualité que je recommande aux intervenants, je suis sûr qu'ils l'ont, c'est la modestie. Merci. Ouais. Et vous aurez remarqué le sens de la démocratie d'Olivier Pastré qui fait les réponses avant que vous leviez la main. Voilà, je vous propose maintenant donc de démarrer notre tour de table et je vais demander à Caroline Atkinson de bien vouloir démarrer avec évidemment sa réponse à cette question, les nouvelles technologies nous rendent-elles aveugles? Thank you very much, and thank you very much to Olivier for this challenging opening. It was especially challenging for me because the technology is not fully working. So I was practicing my French from school days. But I caught that he had 3 Ds. And I want to talk about 3 O's. First, I have to say that the 4th O is, of course, orange. But he will have his turn. So my 3 O's are openness, opportunity, and optimism. And those are the guiding posts, I think, for us at Google, and in my former life as a policymaker, and actually with the 5th O, Obama, I used to work with, as we look at the future and how we need to help to shape that future, and technology can help. So on openness, thank you. On openness, we at Google were started with the idea of providing information for everyone, so that a person in rural France and a person in India and a person in MIT and Boston could have access to useful information, the same information. We invest a lot in making all of our products open source.
So that we publish, for example, now we're working a lot on AI, artificial intelligence. We've published 150 publications from our research people, and we have also released open source, the APIs, so that other people can use the artificial intelligence tools that we've developed in TensorFlow. That's one part of openness. And another part of openness with Android, we're also working with Orange to provide very cheap phones. Probably many of you have expensive Apple iPhones, but Android can provide phones for as little as $50 in Africa. We're partnering with Orange. That's another part of openness. And finally, on openness, and this is perhaps a newer thing for Silicon Valley and for Google, we need to be open to criticism, open to doubt, and open to learning, because otherwise we can never make progress. What about opportunity? There may be this great new world where some people can get all this information, can use artificial intelligence, but this is no good if in society, and we've seen that politically, especially perhaps in my country in America, more than in France just now, that people are anxious and fearful and worried about their futures. We have a great interest, both from a values perspective and also from a business perspective, in providing opportunity. For our company, the more people that are online, the better. Now, in France, you have a paradox. Many French people shop online. There's very high usage amongst French consumers, more than 60%. But French producers, only 10% sell online. Many small businesses don't know how to sell online. They don't know how to export. We know how to sell online. We're an advertising business in part. So we provide digital skills training to small and medium enterprises. This year we're going to go to 100 cities around France. We hope to train 70,000 small businesses. It can be simple. How to have a website, how to propose the best marketing tools. There's a second part of opportunity provision, and that is for young people, students, job seekers. Yesterday, I was with the Minister of Labour discussing the programs that we are running now and building up to provide very basic digital skills to students and the unemployed. And then, at the other end, there are startups. There are many, many in France, new startups. But some of them don't know how to get from the idea to building a little company. And we have a program for them that is called Start, Scale, Grow. And we've so far worked with 100 French startups. So that's about opportunity. The last one is optimism. I think in coming to France, I arrived in Paris on Thursday evening from the UK, and before that from the US. There is really a sense of optimism here now. And I congratulate you all on that. And I urge you to seize it and to get the things done that can be done when people are optimistic. We believe that technology can be used for good. For example, artificial intelligence and machine learning can help to save the planet. I worked a lot on climate policy, including, of course, led by France. And even though there may be setbacks, we know that private companies, we at Google, for example, are huge energy consumers. This year, we've got to 100% renewable. Artificial intelligence has enabled us to cut our energy bills by 40% from our data centers. In health, artificial intelligence can help you to identify one of the leading causes of blindness, retinopathy, which comes with diabetes. And in the home, artificial intelligence can help I was just staying with my elderly parents in the UK,
and they need a lot of help around the house. That is much easier when you have technology. These are all reasons for us to be optimistic. And I believe that the three, the openness, opportunity, and optimism, are the way to prosperity, which is what we all want to get from technology, not just prosperity, but shared prosperity. Thanks. Merci Caroline. Alors maintenant, Stéphane Richard, et alors ce qui est amusant, c'est quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit que vous n'avez pas compris la question, quoi. Pourquoi les technologies nous rendent-elles aveugles? Demander au fond aveugle à quoi? En quoi est-ce que les nouvelles technologies rendraient l'humanité aveugle à la misère du monde qui ne date pas des nouvelles technologies, aveugle aux problèmes ou aux dérives ou aux risques qu'elles peuvent elles-mêmes représenter, ces nouvelles technologies? On parle des inégalités, et malheureusement, les inégalités ne datent pas des nouvelles technologies. Et donc, c'est vrai que, n'en déplaise à mon ami Olivier, mon premier réflexe est plutôt de voir ce qu'on appelle les nouvelles technologies ou la révolution numérique plutôt comme une solution, ou un ensemble de solutions, ou en tout cas une perspective qui est profondément positive et optimiste, mais qui doit néanmoins naturellement nous laisser lucides par rapport à un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues par les nouvelles technologies, ou même d'ailleurs de nouveaux risques qui peuvent apparaître. Pourquoi positif? Parce que tout simplement, ce que les nouvelles technologies nous préparent, ce n'est pas un moi diminué, c'est un moi augmenté. Vous savez, on a coutume de dire que le monde numérique de demain, ce sera Better Me, Smarter Society, Augmented Planet. Le moi augmenté, c'est par exemple le fait que les personnes non-voyantes, les personnes en situation de handicap, vont trouver dans les technologies du numérique, toutes sortes de technologies d'ailleurs, des facteurs d'espoir sans précédent dans l'humanité. Donc c'est un peu paradoxal de dire que les nouvelles technologies peuvent nous rendre aveugles, alors qu'en fait, elles vont rendre la vue à des aveugles. Et puis, ces nouvelles technologies ne sont-elles pas aussi la promesse d'un accès du plus grand nombre de l'humanité à la connaissance? Tout le monde a en mémoire Victor Hugo, cette cécité qu'on appelle l'ignorance. Donc là aussi, les nouvelles technologies, dans cette capacité de distribuer de l'intelligence et de l'accès à la connaissance au plus grand nombre d'individus sur cette planète, elle contient à l'évidence une lumière pour l'humanité. Bon, ceci étant dit, j'ai parlé du moi augmenté et non pas du moi diminué. Il y a aussi la société plus intelligente, là aussi, qu'il s'agisse de la démocratie à l'heure du numérique, à l'économie collaborative. On voit qu'on a aujourd'hui la capacité de peut-être rendre nos sociétés collectivement plus intelligentes. Et puis, Augmented Planet, parce que la planète est confrontée à des défis sans précédent, le réchauffement climatique notamment, et que là aussi, les technologies du numérique, en particulier les technologies en général, ne représentent pas une menace, mais plutôt une opportunité. Alors, ceci étant dit, et cette profession de foi optimiste ayant été faite, malgré les avertissements d'Olivier, il faut bien entendu rester lucide, en partant d'abord d'un constat qui est qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité n'a pas accès au réseau Internet. Un individu sur deux sur la planète n'a pas accès à Internet. Et donc, la première question que pose cette révolution numérique, c'est son partage, et évidemment en particulier dans des pays qui en ont plus besoin que les autres. Donc la question de la fracture numérique à l'échelle de la planète et à l'échelle de nos pays, avec les implications politiques que cela peut avoir. Vous connaissez cette théorie bien démontrée maintenant de la corrélation entre les votes pour les extrêmes dans un pays comme la France et la couverture en très haut débit. Donc on voit bien que cette question de la fracture numérique, elle est un problème central qui peut en lui-même freiner en tout cas cette dynamique positive qui est liée à la révolution numérique. Il y a la question de l'infobésité, c'est-à-dire cette accumulation, cette prolifération infinie de l'information, avec les risques de manipulation, de cybersécurité, de cybercriminalité qu'il y a autour de cela, qui est incontestablement là aussi un facteur de risque considérable qui peut, en effet, dans certaines situations, rendre certains groupes humains aveugles ou sourds à certaines menaces. Et puis, il y a tout le débat autour du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Tout le monde se souvient
cette déclaration très inquiétante quand même faite par Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking concernant l'intelligence artificielle il y a quelques années, en disant que ça pourrait être le plus grand danger pour l'humanité. Moi, je ne suis pas... D'abord, je ne fais pas partie de ce groupe de personnes très éminentes, mais j'ai tendance à penser que, comme un peu toutes les révolutions industrielles qui ont précédé celle-ci dans l'histoire de l'humanité, il y a bien sûr un certain nombre d'angoisses qui sont générées, et en même temps, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. La notion même d'emploi, d'ailleurs, et de travail va totalement être bouleversée, que ce soit au niveau de la localisation, au niveau des relations avec l'environnement. Et pour peu qu'on prenne un certain nombre de précautions, et ce sera ma conclusion, je ne vais pas vous sortir le bon vieux « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais après tout, on a essayé de le traduire, chez Orange, par une formule qui s'appelle « Human Inside » et qui est la philosophie du groupe, notamment pour l'innovation, mais aussi pour l'ensemble de ses activités. Plaçons l'humain, l'individu, non pas l'individu, l'humain, au centre de toutes nos décisions, de toutes nos actions, de tous nos projets. Ne décidons d'aller vers un domaine d'innovation, l'intelligence artificielle par exemple, que si nous sommes absolument certains que ces technologies ou ces innovations vont être véritablement utiles pour les personnes qui vont s'en servir, pour la société et pour la planète. Si on prend effectivement cette précaution, je reste profondément optimiste. Super. Sans transition, pour ne pas perdre de temps, Philippe Val. Oui, je pense que les nouvelles technologies ne nous rendent pas aveugles, nous ne serions pas dans cette salle, sinon elles nous sidèrent. Nous sommes sidérés. Nous sommes stupéfaits, et quand on est stupéfait, il faut s'asseoir et réfléchir. Nous sommes stupéfaits d'abord parce que leur impact est un véritable choc, et un choc violent, et il ne faut pas le nier, car ce serait de l'aveuglement que de le nier. Un exemple pris au hasard, la Poste distribuait 18 milliards d'objets en 2008. Cette année, elle va en distribuer à peine 10. Donc il y a bien un choc lié aux nouvelles technologies. Une fois qu'on a dépassé à la fois la tentation du déni et de l'abattement, il reste, et Caroline Atkinson a eu raison de le souligner, les fantastiques opportunités que dessinent les nouvelles technologies, et c'est évidemment comme ça qu'il faut prendre toute contrainte, tout défi et toute pression de l'extérieur. La première qui est évidente, c'est que le digital, par exemple, n'absorbera pas toute la vie sociale. Nous resterons des êtres humains échangeant les uns et les autres. Il restera une frontière entre l'humain et le physique d'un côté et le digital de l'autre. Nous sommes, par exemple, sur cette frontière. Les colis qu'il faut apporter, puisque c'est l'intrusion du physique dans le numérique, constituent une fabuleuse opportunité pour notre groupe et notre entreprise dans le monde entier. Et tout ce que Caroline Atkinson et d'autres grandes entreprises, notamment Amazon, font pour promouvoir le e-commerce dans le monde, butent sur cette frontière entre le physique et le digital et est une opportunité. La deuxième opportunité, c'est que si on n'est pas béat face aux nouvelles technologies, on voit bien qu'il y a le risque de la déshumanisation et de la distance. Cela redonne une chance aux liens humains et aux liens sociaux de proximité. Et Stéphane Richard le disait bien, à ce moment-là, l'intelligence artificielle n'est pas vue comme une alternative au lien social, mais comme un moyen de le rendre plus puissant, d'augmenter la puissance du facteur humain. Enfin, l'opportunité, c'est l'accélération de la croissance, dont tous les pays ont besoin. Elle suppose la confiance numérique. Et la confiance numérique, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas l'écarter, il ne faut pas le passer sous silence. Et je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais finalement, sur cette estrade, il y a 3 monopoles. 2 vieux monopoles qui ne sont plus en monopole et un nouveau monopole qui devra être contesté comme nous-mêmes l'avons été. J'avais évidemment prévenu Caroline Atkinson de ce mot.
Nous sommes en France. Et je voudrais terminer en m'élevant quelques secondes au-dessus de ma condition de chef d'entreprise. Et puisqu'on est à la conférence des économistes, poser ce qui est pour moi la question clé vis-à-vis des nouvelles technologies et de la société qui vient. C'est celle de la servitude volontaire. Vous êtes en train de vous dire où veut-il nous mener? Et l'intelligence artificielle n'y parviendrait pas. Quel est le prix économique et social de notre satisfaction de client? Comment et à quel prix payons-nous le digital convenience, la satisfaction digitale? Nous ne pourrons pas échapper à ce sujet-là si nous voulons préparer la société de demain. Donc, oui à l'optimisme, oui aux opportunités, mais oui aussi aux contradictions de ce nouveau monde de nouvelles technologies et digitales. Et évidemment, la première contradiction, c'est celle de la servitude volontaire. Que faut-il laisser de son intimité, de sa vie personnelle, pour que l'ensemble des algorithmes fonctionnent et nous rendent la vie plus facile? C'est un sujet majeur qui est posé non seulement à l'économie, mais également à la société. Notre réponse à nous, c'est que c'est le facteur humain qui doit rester la réponse et la base de toutes les solutions dans l'économie de demain, le facteur humain pour tous, partout et tous les jours. Merci Philippe Ball. Je voudrais juste, parce que évidemment nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps, avoir les réponses de Caroline Atkinson et de Stéphane Richard sur ces deux questions, d'ailleurs que vient de poser d'une certaine façon Philippe Ball. La première, la question du monopole, et je la prolongerai sur ce qui nous a frappé, l'interview du patron d'Alibaba, Jack Ma, dans son journal hongkongais, qui disait que Alibaba serait demain la 5e puissance mondiale, et non pas la 5e entreprise, hein, la 5e puissance mondiale. Donc cette question autour du monopole. Et deuxièmement, cette question autour de la protection des données et de la protection de ce que vous avez appelé la servitude volontaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère ça dans le futur. Sur ces deux points, peut-être Caroline Atkinson. Réponse rapide malheureusement, mais voilà. Okay, so on monopoly, Google is constantly faced with competitors. We make our money mainly from advertising. We only monetize 15% of searches, and those are searches for buying things. Most people search to buy things on Amazon, in apps, and in other e-commerce sites. So we compete with them, and they compete with us. Second, we make Android, as I spoke about. Android was invented by Google because we were concerned about the monopoly of Apple and the iOS, the Orange system. We were able to compete with them and build our own system, which we shared with everybody. And everybody, including Orange, can use this other operating system to develop apps, to support startups, and to build telephones. So we are competitors with Amazon, with Apple, and in many other cases with other providers. We may look like a monopoly because we provide the best search engine, but we are constantly improving that to keep the competitors that are nipping at our heels. That's point one. And of course, Alibaba is one. On the Alibaba point, I've worked in government for many years. I've worked in the private sector. It's different. Governments have power. Governments have states. They have taxation authority. They have spending authority. They take care of citizens, or they don't. They can wage war. They have armies. They have police forces. Companies do not. And a company like ours lives or dies by consumers and consumer trust. That's my last quick response on data and privacy. We take privacy and data protection very, very seriously. We employ thousands of engineers to try to keep our systems safe,
And we have just recently, or fairly recently, introduced the possibility for every person with a Google account to take away all their information. If you use Gmail or search, you're asked, do you want to go incognito or not? You can choose incognito. Or you might decide to not be incognito, and then you think, oh, I don't like it that Google has my information. So you can go and download all your data so Google has none. We don't compete with a lot of people's data. What we compete with is the smart use of that data, and we only can do that if people trust us. Thanks. Stéphane Richard sur ces deux thèmes. Merci, madame. Alors, un mot très rapide sur ces deux sujets. Évidemment, quand on a 96 ou 97% de part de marché sur le search, qui est la fonction la plus importante peut-être de l'accès sur Internet, on peut s'interroger évidemment sur cette question du monopole. La première chose que je dirais, c'est que cette situation, elle montre d'abord la faillite de l'Europe. Je voudrais rappeler ici que, parce que ce n'est pas seulement Google, c'est toutes les grandes plateformes mondiales, sur les 20 premières plateformes mondiales sur Internet, en termes de nombre d'utilisateurs, il y en a 0 qui viennent d'Europe. Il y a 0 Européen. Donc interrogeons-nous tous collectivement, d'abord sur cette situation, avant éventuellement de crier, parfois légitimement, aux risques qui peuvent exister. Donc ça, c'est la première remarque que je ferai. Ensuite, s'agissant plus particulièrement de Google, et j'ai eu l'occasion de le dire à Caroline tout à l'heure, l'expérience que nous faisons, nous, chez Orange, dans une industrie des télécoms qui a été plutôt agressive et hostile vis-à-vis des grands acteurs de l'Internet, c'est qu'il y a eu un réel changement culturel chez Google vers un esprit beaucoup plus ouvert, de partenariat. Nous avons nous-mêmes, Orange, mais aussi d'ailleurs d'autres grands opérateurs de télécoms, un vrai esprit de coopération et de partenariat avec Google dans beaucoup de domaines. Google a même été capable d'ailleurs de faire à notre place certains développements technologiques. Je ne veux pas ici entrer dans les détails, mais c'est vrai que la conception d'Android sur l'open source me paraît plutôt quelque chose de globalement positif pour le monde Internet qu'autre chose. Donc il faut être vigilant, bien entendu, mais en même temps, sachons aussi reconnaître les progrès, les mouvements, et de ce point de vue-là, je veux saluer ici ce qui a été fait chez Google, notamment avec le CEO Sundar Pichai que nous avons aujourd'hui. Un dernier mot sur la protection des données personnelles. Pour moi, c'est un problème évidemment central. Premièrement, ayons tous bien conscience du fait que nos fameux millennials sont beaucoup moins sensibles à ces sujets-là que peut-être nos générations. Ça interroge aussi. Ils s'en fichent finalement que leurs données personnelles circulent plus ou moins sans contrôle. En tout cas, ils sont moins sensibles à ces questions-là. Et puis juste un dernier mot pour dire que malheureusement, là aussi, dans ce domaine, l'Europe, une fois de plus, fait preuve de naïveté et n'a pas compris que cette question des données personnelles, et en particulier ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire les conditions de régulation égales pour tous les opérateurs de données, était un point absolument essentiel de souveraineté aussi, de souveraineté politique et économique de l'Europe. On a une réglementation en Europe aujourd'hui qui est la plus laxiste au monde, qui fait de l'Europe un territoire totalement ouvert à tout le monde. Et je le déplore personnellement parce qu'une fois de plus, c'est la logique consumériste qui a présidé à ces travaux. Et quand on compare la situation de l'Europe avec les États-Unis d'un côté, et je ne parle pas bien sûr des grands marchés asiatiques de l'autre, on voit qu'une fois de plus, on ne s'est pas donné les moyens d'être vraiment dans la compétition sur le futur pétrole, c'est-à-dire l'économie des data. Juste un dernier mot, Philippe Val, très rapidement. Oui, sur les millennials, je crois que Stéphane Richard a raison. Aujourd'hui, ce n'est pas leur préoccupation. En même temps, il faut que le temps se passe pour cette génération et qu'elle ait l'expérience des désagréments de la désintimité numérique. Et je pense que la protection numérique est un élément absolument clé de nos vies à venir et aussi un élément de la confiance économique. Et donc, je suis persuadé aussi qu'elles y viendront par l'expérience. Très bien. Merci, Olivier. Vraiment, 10 secondes. 10 secondes. On est quand même vachement bon. D'abord parce qu'on a tenu nos délais, contrairement aux autres tables rondes. Deuxièmement, notre conclusion, c'est que les aveugles infobèses sont sidérés par les monopoles. Donc on ne peut pas dire qu'on a été trop optimiste. 3 mots pour conclure. Artificial intelligence.
il faut de l'intelligence artificielle, il faut travailler dessus. Et xénophilie, il faut que l'humain soit au cœur de tout. Artificial Intelligence AI, xénophilie X, donc les rencontres d'ex sont au cœur. Merci à tous. On aurait bien aimé prolonger, mais bon, voilà.